Dans cette séquence, nous allons tenter de comprendre comment la science a pu être un vecteur pour les découvertes artistiques du début du XXe siècle. À cette époque, la représentation du mouvement est un point de convergence entre art et science, rapprochement qui ne s'était peut-être pas autant exprimé depuis la Renaissance italienne. Nous découvrirons également comment ces bouleversements artistiques ont pu en retour influencer la science. Pour un artiste, et depuis toujours, la représentation du mouvement pose problème. Car face à une toile fixe ou face à un bloc de terre, comment insuffler la vie à une image? Au fil des œuvres, qu'elles soient peintes ou sculptées, des représentations d'animaux tentent de suggérer un mouvement. On trouve par exemple vers moins 35 000 ans avant Jésus-Christ, sur les parois de la grotte Chauvet, c'est-à-dire dès le début de l'histoire de l'art, un bison à 8 pattes. Ici donc, c'est la multiplication du nombre de pattes qui a été retenue par l'artiste pour suggérer la course de l'animal. Beaucoup plus tard, le peintre français Théodore Géricault représente dans le Derby d'Epsom des chevaux au galop. Dans ce tableau, nous comprenons bien le mouvement évoqué par ces pattes de chevaux qui ne touchent plus terre. D'autres tentatives pour reproduire le mouvement sont imaginées, comme la répétition successive d'un personnage dans une même scène. Ici, Edgar Degas tente de saisir les mouvements successifs des danseuses. D'autres fois encore, ce sont les effets de matière et les attitudes en suspens qui sont utilisés, comme dans cette Assomption de la Vierge sculptée par les frères Hazan. Tous ces exemples tentent de traduire le mouvement en se basant sur des sensations, des intuitions et des observations du réel. Certains artistes ont retenu une attitude, un instant choisi. D'autres ont abouti à une difformité des corps ou à la répétition d'un personnage dans une scène. Mais la synthèse de tous ces procédés dans une même œuvre n'a pas encore été expérimentée. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, les inventions mécaniques gagnent toute la société. Le mouvement est partout. L'automobile, le train, la bicyclette et l'avion ont pour effet d'accélérer le déplacement des corps et de raccourcir les distances. Le temps et l'espace ne sont plus perçus de la même manière. Victor Hugo, prenant le train, donne ses impressions visuelles de la vitesse. C'est un mouvement magnifique qu'il faut avoir senti, dit-il. La rapidité est inouïe. L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat est d'ailleurs l'une des premières images en mouvement filmées par les frères Lumière. Ces changements qui révolutionnent la perception du monde passionnent les artistes du début du XXe siècle que l'on a appelés les artistes de l'avant-garde. Parmi eux, les futuristes italiens font de la vitesse et du mouvement le manifeste de leur génération. Il s'agit pour eux d'inscrire leur art dans leur époque et de peindre la modernité. En 1909, ce groupe d'artistes se rassemble autour du poète Filippo Tommaso Marinetti. Ils lancent alors plusieurs manifestes et annoncent avec fracas leurs intentions. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace. C'est donc une véritable déclaration de guerre qui est faite à l'art du passé. L'automobile, la vitesse et donc le mouvement sont pour eux l'occasion d'inventer de nouvelles formes.
Ces innovations sont intimement liées aux recherches de Muybridge et de Marey. En 1887, lors d'une exposition internationale qui se tient à Florence, les chronophotographies de Marey sont présentées au grand public en Italie. Cette nouvelle technique qui se popularise apporte aux futuristes une solution graphique pour rendre la sensation du mouvement. Par ailleurs, c'est une manière pour eux de placer leur art dans le prolongement du progrès scientifique. Dans cette œuvre intitulée « Jeune fille courant sur le balcon », le peintre futuriste Giacomo Balla souhaite donner l'illusion que la jeune fille est en train de courir. Pour cela, il a décomposé la course de l'enfant en positions successives, reprenant ainsi directement le procédé de la chronophotographie. Mais il va plus loin. En dissolvant les contours du corps par une touche en pointillé, il renforce la sensation d'agitation et accentue le dynamisme de l'image. On retrouve la même synthèse de ces procédés plastiques dans des œuvres telles que La main du violoniste ou encore dans le dynamisme d'un chien en laisse. D'autres œuvres telles que Les funérailles de l'anarchiste Galli, réalisées par Carlo Carra, participent de cet art du dynamisme. Plutôt que de donner une image fidèle et précise du mouvement comme chez Marey, ici c'est le caractère anarchique de la foule qui est dépeint. Couleurs vives, contours flous, enchevêtrement de lignes centrifuges et centripètes créent une sensation de mouvement. À la même époque, Marcel Duchamp, qui n'appartient pas au groupe des futuristes, réalise une série de nus descendant l'escalier. Comme les futuristes, Duchamp s'inspire des procédés issus de la chronophotographie. Mais il représente un nu. Ce nu avec lequel les futuristes ont décidé de rompre, considérant qu'il relevait d'un art du passé, d'académie. Le nu descendant l'escalier est un pied de nez aux futuristes signé Duchamp. À travers ces liens qui se créent entre les futuristes et Marey, il y a comme une réminiscence des rapprochements opérés entre art et science à la Renaissance. La figure de Léonard de Vinci incarne parfaitement cette fusion. Chez les futuristes d'ailleurs, Léonard est le génie italien qu'il faut pouvoir retrouver. Pour Marey, les travaux de Léonard sur l'observation et la notation du mouvement par ses dessins sont une véritable référence. Mais les futuristes revendiquent leur indépendance. Ils ne veulent pas que leurs travaux soient confondus avec ceux de Marey. Nous, disent-ils, nous méprisons la reproduction de la réalité précise, mécanique et glaciale. D'un côté, donc, les travaux de Marey, qui analysent le mouvement humain en le décomposant systématiquement. De l'autre, les travaux futuristes qui façonnent une beauté nouvelle. Ils intègrent la chronophotographie car elle est capable de révolutionner les formes et les couleurs. La décomposition du mouvement humain en séquences a probablement ouvert la voie à une forme de démontage du vivant en pièces détachées. La robotique humanoïde a sans aucun doute profité de ce morcellement pour construire des stars technologiques modernes. Le cinéaste allemand Fritz Lang en a l'intuition dans Metropolis. Ce film est tourné de mai 1925 à octobre 1926. Il s'agit d'un récit de science-fiction qui montre une société futuriste où les hommes sont exploités par une machine monstrueuse. Le film traduit déjà une crainte teintée d'admiration de l'homme pour la machine. On le voit donc, il y a dans l'art du début du XXe siècle une sorte de fascination pour la beauté mécanique. Cette nouvelle beauté pourrait peut-être être considérée comme point de départ à une esthétisation des sciences et plus particulièrement de la robotique.